Un nouvel épisode de Trait pour Trait, votre magazine sur la BD, le magazine que vous préférez bien entendu. Alors, je suis en compagnie de Julie. Bonjour. Bonjour. Étudiante à l'IUT de Bobigny. Oui. IUT sur les métiers du multimédia et de l'Internet. Et de l'Internet. Et puis, on était à Angoulême ensemble. Ouais, et on était à Angoulême ensemble pour filmer. Nous, du coup, on s'est chargé de filmer plutôt toutes les backstage, en fait, tout le making-of. On a filmé nos interviews des auteurs, on a filmé un peu toutes nos pérégrinations dans Angoulême, un peu toutes nos aventures, tous les différents prix, l'ambiance, la foule. C'était surtout ça qui nous intéressait. Est-ce qu'on va découvrir là en fait? Ouais. Avec plein d'auteurs quand même? Avec quand même plein d'auteurs. Oh, c'est formidable. Incroyable. Allez, on y va. On continue sur Angoulême. Nous sommes entre Angoulême et Paris, dans le train 8h27. Donc on est en route pour le festival Angoulême, accompagné de 3 de nos professeurs qui sont là pour nous encadrer dans le tournage de nos courts-métrages. Donc nous sommes 3 groupes de 5 et on doit en réaliser un chacun. Nous avons choisi l'angle du making-of parce que comme notre groupe est relativement divers en termes de nos intérêts pour la bande dessinée, on avait envie de témoigner de notre expérience, qu'elle soit première ou renouvelée de ce festival, et montrer nos ressentis vis-à-vis de celui-ci. C'est pas pareil. Ça veut dire parce que je suis pas une mine au bar. Je suis Julie, étudiante en DUT MMI, et c'est pas la première fois que je viens au festival Angoulême. Et pour moi c'est assez intéressant parce que d'habitude j'y viens plutôt pour voir les copains. Et du coup moi je connais plus un peu les écoles, le spin-off et ce genre de trucs là. Et ça va être la première fois que je vais dans les grandes bulles. Et du coup, donc à la fois pour moi il y a un peu comme quelque chose de déjà vu et à la fois comme une première. Et c'est comme ça que le festival d'Angoulême démarra. Je suis passionné par le cinéma, donc c'est pour ça que j'ai décidé pendant ce festival de filmer un peu l'envers du décor et notre expérience de moi et mes camarades lors de ce festival. Non, il était cool. On est dans le monde des bulles et c'est vrai que c'est un endroit qui n'est pas super reposant. Non seulement on se prépare pour notre première interview, l'interview de l'auteur Chris, et en plus, le monde des bulles, c'est un endroit un peu particulier où c'est vraiment... Il y a un peu un ressenti giga supermarché, où on est entouré des immenses stands, des éditeurs qui vendent énormément de BD et on croise des enfants ou même des adultes avec des chapeaux Spirou ou des ballons Titeuf. Donc il y a un peu cette ambiance plutôt convention, plutôt vente. Chris, c'est l'auteur d'Atalante et plus récemment de Gun Blast Girl. Donc on est ici pour vous interviewer dans le cadre de notre making-of sur le festival de la BD. Et du coup la première question que j'aurais à vous poser c'est est-ce que en tant qu'auteur de BD, est-ce que maintenant vous en lisez toujours? Est-ce que c'est toujours un médium qui vous intéresse, etc. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, je crois que je lisais tout ce qui sortait. C'était un vrai métier passion et donc je vivais vraiment en immersion. Et je dois avouer que depuis quelques années, j'y arrive plus. Ça me tombe un peu des mains, mais c'est toujours un plaisir d'avoir l'objet en main, de regarder. C'est vrai que j'ai un peu du mal pour le moment à me concentrer, mais pour quoi que ce soit, hein, pour des livres, du manga, j'ai du mal à me concentrer sur... Je regarde les dessins. On s'est ensuite dirigé vers le lieu de notre deuxième interview qui était l'Hôtel Mercure. Donc l'Hôtel Mercure, c'est un peu l'hôtel où logent tous les auteurs et illustrateurs qui se font inviter au Festival d'Angoulême.
On avait à l'origine une salle presse prévue pour notre interview avec Gilles Mezzomo, qui est l'illustrateur de la BD Le Maître des Îles. Mais il y a d'autres journalistes qui sont arrivés et qui nous ont un peu délogés de notre salle presse. Du coup, on s'est retrouvés à faire cette interview à un autre endroit dans l'hôtel, mais qui était quand même très bien. On a juste dû en fait un peu s'adapter pour faire les interviews, donc c'était un peu sportif. Mais on s'en est bien sorti et on a pu faire cette interview qui était très enrichissante. Donc j'en déduis que vous lisez des BD depuis longtemps et J'ai lu des BD, oui, depuis très longtemps maintenant. Mais comme ça fait en tant qu'auteur, c'est la deuxième fois que je viens seulement. Je lis plus trop les BD de mes copains, je les lis pas trop. J'ai pas le temps, en même temps je travaille beaucoup. La grosse inspiration que j'ai, c'est les bonnes lectures que j'avais étant gamin, je vais dire. Et maintenant, pour l'inspiration dans les cadrages et dans le mouvement et dans ce qui est dynamique. Je regarde en travaillant, quelquefois je peux me mettre une bonne série. Les grosses inspirations, c'était ça. De toute façon, j'ai aimé tout ce qui était les grands classiques de ce qu'on lisait à l'époque. C'était les Tintins, Lucky Luke, Astérix. Et après, en réaliste, c'était Blueberry, JG, et Manara, bien sûr, pour arriver à des performances graphiques qui s'en rapprochent, c'est sûr. Mais c'est du boulot, mais en même temps, c'est quand je suis rentré dans la BD chez Dupuis, on m'a demandé si je voulais faire du gros nez ou de la série réaliste. Donc moi j'ai dit, moi je ferai ce que vous me demandez de faire. Après cette interview, on s'est dirigé vers le Nouveau Monde, donc encore un nouvel espace qu'on n'avait pas encore visité. Au Nouveau Monde, il y a encore du monde, mais je m'y sens déjà un peu mieux. Ici, c'est le stand des indépendants, c'est le lieu des indépendants, c'est l'endroit où chacun a un peu son petit stand et c'est les plus petits éditeurs. Et du coup, il y a déjà un côté un peu plus proche, un peu plus personnel. Il y a des petites conférences, voilà, ça fourmille un peu, quoi. Et là-bas, on y va pour rencontrer Max de Radigues et Hugo Piette, qui ont écrit la BD Seuls sont les indomptés, qui est adapté d'un livre écrit vers la fin des années 50 et adapté en film vers la fin des années 60. Je vais vous poser une autre question qui sera peut-être plus facile, je pense. Est-ce que, donc du coup, comme vous êtes dessinateur de BD, est-ce que vous en lisiez beaucoup quand vous étiez jeune et si oui, est-ce que vous en lisez toujours maintenant? Enfin, maintenant, c'est quoi votre rapport avec les BD maintenant que vous êtes dans ce monde-là? J'ai l'impression que j'en lis moins qu'avant, parce qu'à force d'en faire tous les jours, des fois je sature. Donc je préfère lire un livre ou regarder un film, enfin à la télé quoi. Mais j'ai toujours une approche, je regarde toujours les bouquins qui sortent et il y a des choses qui m'intéressent. Par exemple, il y avait l'expo Tsuge au festival là, et c'est un auteur que je connais pas super bien. Et j'étais voir l'expo et j'étais vraiment sur le cul. C'était vraiment super beau, tu l'as vu toi? Ouais, c'est hyper beau. Et c'est super beau quoi. Et ça c'est le genre de choses qui... En fait je cherche des auteurs aussi qui me relancent un peu dans mon boulot et qui m'apportent des pistes graphiques que je n'aurais pas imaginées, etc. Et c'est pour ça que je lis encore des BD dans cet esprit-là. Et vous, est-ce que à la base vous êtes lecteur de BD et est-ce que maintenant en tant qu'auteur, est-ce que vous continuez à lire des BD ou est-ce que vous avez d'autres inspirations maintenant comme le cinéma ou Ouais, du coup oui j'étais lecteur de BD enfant, j'ai lu plein de BD comme la plupart des gamins. En plus étant belge, il y a vraiment une culture de la bande dessinée chez nous, il y a le magazine Spirou qui est quelque chose d'assez important pour les enfants et voilà, en grandissant, vers 12-14 ans, j'ai commencé à moins lire, je me suis plus intéressé aux filles, au skateboard et tout ça. Et vers la fin de l'adolescence, vers mes 16-17 ans, je suis revenu à la littérature, à la bande dessinée. Et j'ai découvert la bande dessinée indépendante qui était vraiment quelque chose de différent, une bande dessinée autobiographique avec des dessins qui n'étaient pas spécialement des dessins un peu réalistes et léchés. C'était voilà, tout d'un coup un nouveau pan de la bande dessinée et c'est ça qui m'a vraiment replongé dedans et qui m'a donné envie d'être auteur. Et du coup aujourd'hui je continue de lire énormément de bande dessinée. Après j'ai pas l'impression que la bande dessinée que je lis m'influence dans mon travail.
Je pense que c'est plus la littérature et voilà toutes les choses, la vie de tous les jours qui influencent mon boulot. Mais voilà, mais après je suis un gros consommateur de bande dessinée et j'ai l'avantage, ma compagne est libraire, donc j'ai un peu une bibliothèque à disposition. Je suis pas obligé d'acheter plein de livres, je peux juste les emprunter et les ramener à la librairie. Voilà, mais ce que je lis beaucoup de fanzines, donc de livrets, agrafés, auto-édités. Voilà, ça c'est vraiment des trucs que j'aime bien. Mais du coup, comme ça influence pas votre travail, du coup c'est beaucoup plus par plaisir ou c'est pour découvrir des nouveaux traits ou découvrir des nouveaux auteurs qui pourraient... Enfin je veux dire, du coup c'est quoi votre démarche maintenant dans cette lecture-là? Est-ce que c'est plus plaisir ou est-ce qu'il y a quand même toujours un truc de... Disons qu'il y a deux aspects différents. Il y a à la fois le plaisir, parce que voilà, c'est un plaisir de lecture. Et alors c'est vrai que moi je suis aussi, j'ai pas dit ça, mais je suis aussi éditeur. Donc je m'occupe d'une maison d'édition qui s'appelle L'Employé du Mois, qui est une maison d'édition bruxelloise. Et donc évidemment, voilà, je lis plein de choses pour être tenu au courant de ce qui se fait et tout ça. Et je suis aussi éditeur chez Sarbacane où j'ai une collection jeunesse. Et donc voilà, là je suis tout le temps à la recherche de nouveaux auteurs. Donc voilà, ça fait partie du jeu aussi d'essayer de voir ce qui se fait à la fois en ligne, sur les réseaux sociaux et dans les bouquins qui sortent. Et du coup, je vais passer à votre livre, du coup, Seuls sont les indomptés. Donc du coup, là, vous êtes au scénario. Est-ce que c'est quelque chose qui vous comment dire justement, est-ce qu'en plus maintenant que vous nagez un peu dans tout ce qui est édition, etc., est-ce que du coup ça vous intéressait aussi de lâcher un peu le dessin et plus écrire? Parce que là, en plus, comme c'est adapté d'un livre et d'un film, qu'est-ce qui vous a intéressé au final dans cette adaptation-là? Alors du coup, en fait, moi je trouve que voilà, j'aime bien essayer plein de choses différentes en bande dessinée. Je m'intéresse à... Voilà, j'ai envie de comprendre tout le cheminement de la chaîne du livre et tout ça. Donc j'ai été libraire, je travaille comme éditeur, je fais de l'autopublication. Voilà, je travaille en tant qu'auteur au complet, où je fais du dessin et du scénario. J'ai travaillé comme dessinateur seulement avec un scénariste. J'ai déjà travaillé à quatre mains avec un auteur où on écrivait ensemble, on dessinait ensemble. Donc voilà, j'aime bien essayer des nouvelles choses. Et ici, avec Seuls sont les indomptés, ce qui m'intéressait vraiment, c'était le travail d'adaptation d'un roman, de comment on peut transcrire un roman en bande dessinée avec... Le problème souvent dans l'adaptation, c'est qu'on a envie de remettre du texte et donc on se retrouve avec des voix off hyper longues, hyper lourdes, qui prennent beaucoup de place et tout ça. Et moi ce que j'aime bien en bande dessinée, c'est la gestion des silences et tout ça. Et donc c'était comment on peut transposer un texte écrit en silence et en dessin. Et donc voilà, moi j'ai vraiment travaillé là-dessus. Et alors on a travaillé ensemble avec Hugo sur le découpage. Moi j'ai réécrit un scénario et de ça il a fait un découpage et on s'est échangé, on a fait un peu un ping-pong pour essayer de trouver le truc qui marche le mieux, qu'est-ce qu'on peut enlever pour que ça marche mieux, qu'est-ce qu'on peut rajouter. Donc voilà, ça a été un peu un puzzle pour faire ça ensemble. Voilà, donc moi c'est vraiment un peu l'exercice et le nouveau challenge. Je pense que j'ai pas envie de me répéter, de faire tout le temps la même chose. Et chaque fois que je fais un livre, j'essaye de trouver un nouvel angle et se dire bon ben voilà, j'ai jamais fait. Pour le moment, je travaille sur un nouveau bouquin que je fais tout seul avec de la science-fiction. Mais voilà, j'ai jamais fait de science-fiction. J'en lis pas beaucoup. Comment est-ce que je peux m'approprier ce genre et qu'est-ce que je peux en faire. Et donc voilà, chaque fois se donner des contraintes, c'est ce qui est amusant et ce qui fait qu'on doit se réinventer, qu'on s'ennuie pas dans le boulot, quoi. Et donc là, du coup, vous dites que vous avez surtout été inspiré par le livre. Est-ce que vous avez vu le film aussi en rapport ou est-ce que vous avez préféré justement ne pas le voir comme vous adaptez un livre du coup juste papier à un truc justement plus visuel avec les images, etc. Est-ce que vous avez préféré ne pas regarder le film pour ne pas que ça vous influence trop ou est-ce que vous l'avez regardé et ça a aussi été une de vos sources d'inspiration au final? Ouais, donc exactement, on n'a pas du tout regardé le film. On s'était dit dès le début qu'on voulait pas voir le film. Parce que voilà, la bande dessinée c'est du dessin et du coup on voulait pas être influencé par les images du film, on voulait pas qu'il y ait les tics du film qui se retrouvent dans notre bande dessinée, donc on voulait vraiment partir du roman. Et avec Hugo Piette, le dessinateur, on s'est un peu fait une règle de ne pas regarder, j'ai même pas vu la bande-annonce, voilà, je sais les acteurs qu'il y a dedans, mais c'est tout. Et on a fait attention évidemment que les auteurs, j'allais dire les acteurs, mais c'est pas les personnages de la bande dessinée ne soient pas du tout influencés par les acteurs du film. Et d'ailleurs dans le bouquin, le personnage est beaucoup plus jeune que Kirk Douglas dans le film et tout ça, donc on s'est vraiment basé sur le bouquin. Et là, maintenant que le bouquin est fini, ça fait des mois qu'on se dit il faudrait qu'on fasse une séance cinéma où on se regarde tous les deux le film ensemble. Mais on l'a pas encore fait, c'est au programme, ça va arriver.
Et justement, par rapport à Hugo Piette, comment ça s'est fait votre collaboration? Parce que j'ai vu qu'il avait déjà dessiné du western. Est-ce que c'est pour ça que vous avez collaboré ou est-ce que c'est parce que vous vous connaissiez avant et vous aviez envie de faire un bouquin ensemble? Donc oui, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Hugo, on s'est croisés. Moi j'étais libraire, je l'avais invité en dédicace à l'époque pour ce bouquin justement dont tu parles, Poncho SML. Et voilà, on a travaillé ensemble dans la même école aussi, où on était profs tous les deux. Et voilà, on s'est toujours bien entendu, on a toujours voulu faire quelque chose ensemble. On a fait des récits courts à deux. Et on cherchait depuis longtemps une excuse pour travailler ensemble. Et quand moi je me suis retrouvé avec ce projet d'adaptation, dans le projet, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'adaptation, c'était pas de le dessiner. Et j'avais envie de trouver quelqu'un pour le dessiner. Il me semblait qu'Hugo, il pouvait vraiment avoir le dessin et puis surtout un sens du rythme dans sa manière de raconter les choses qui faisait que ça allait fonctionner et qu'on allait bien bosser ensemble. Et bon, voilà, c'est pour ça que j'ai été vers lui et pas trop parce qu'il y avait un cow-boy dedans. À 16h30, tout s'arrête. Les auteurs et autrices posent leur stylo et étendent des grands draps sur leur stand et commencent à y déposer des petites affiches de protestation. C'est la grève. Ils font ça parce qu'ils désirent protester contre leurs conditions de travail qui sont assez indécentes. Il y a 36% des auteurs et autrices de BD qui sont sous le seuil de pauvreté. Et il faut savoir que sur chaque album vendu, les auteurs et autrices sont les gens qui touchent le moins, c'est-à-dire qui touchent entre 8 et 12% du prix du livre. Et en plus, il y a tout ce système d'avance. Là où on avance tant d'argent à un auteur et une autrice pour écrire une BD, sachant qu'une BD ça prend entre 1 et 2 ans à rédiger. Du coup, en fait, si après on ramène, si on ramène ce salaire global à un prix par mois, ça devient absolument dérisoire. Donc c'était la fin du premier jour. On s'est rendu dès le matin au Off, donc pour assister à la remise du prix Kouyoku. Le prix Kouyoku, qui était à l'origine donc le prix du courage, avait été créé suite aux attentats de Charlie Hebdo et pour rendre hommage aux auteurs et illustrateurs décédés, mais avait été retiré du palmarès officiel du Festival d'Angoulême. Donc certaines personnalités d'Angoulême avaient décidé de conserver ce prix et donc il est désormais décerné au Off, donc fait plus partie du palmarès officiel, mais il sert toujours à récompenser des artistes souvent censurés pour montrer leur courage. Il ne s'appelle plus prix du courage, mais c'est toujours la même idée. Quelques mots. Oui. Je suis très touché et très honoré d'avoir ce prix, surtout ici à Angoulême, qui est la ville de la bande dessinée. Je ne m'imaginais pas, il y a quelques semaines, au fond de ma prison, pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Et j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans cette épreuve. Voilà. Je suis très honoré d'avoir ce prix. La personne ayant remporté le prix est un artiste algérien qui s'appelle Nîmes et donc qui lui avait été condamné à 1 an de prison avec sursis, dont 3 mois ferme, pour avoir réalisé un dessin critique sur les présidentielles en Algérie. Ce qui est super intéressant à Angoulême, c'est les expositions qu'on peut aller y voir. Il y a énormément de lieux d'Angoulême qui sont réquisitionnés pour toutes ces expositions. Il y avait l'exposition Robert Kirkman, il y a l'exposition à l'Espace Franquin qui montre le manga Gun. Il y a aussi des plus petites expositions un peu partout, notamment au Off, mais également une exposition qui s'appelait Pierre, Feuille, Ciseaux, qui est une exposition qui réfléchit sur le fanzine et sur la narration de BD.
Super. On va interviewer Catel, donc ça va être cool. Et moi, 17h, je vais faire la queue pendant 2 heures. Même. C'était beau. Pourquoi? Parce que je vais avoir mon autographe de gosse. T'es sûr que tu vas l'avoir? Donc là, nous, on est en train de se préparer pour l'interview de Catel, qui est l'autrice notamment de nombreuses monographies qui portent uniquement sur des femmes, comme sur Benoît de Groot, Kiki de Montparnasse, et j'en passe. Et à ses côtés, on trouve Aymar du Châtenay, qui est le mari d'Anne Goscinny, sur laquelle elle a écrit une monographie. Je voulais vous demander, vous en tant qu'autrice, maintenant quel est du coup votre rapport à la bande dessinée? Est-ce que vous en lisez toujours ou est-ce que vous en avez toujours lu ou est-ce que votre inspiration vient d'ailleurs? De quoi est-ce que vous inspirez en fait en général? Alors moi j'ai grandi avec la bande dessinée, j'ai grandi d'ailleurs avec toutes les bandes dessinées de René Goscinny sur lesquelles je viens de faire une biographique, c'est-à-dire que j'ai lu Astérix évidemment, Lucky Luke, Is No Good, mais le petit Nicolas aussi. Et à l'adolescence j'ai découvert Claire Bretéché qui m'a énormément influencée, qui était la première femme vraiment connue de l'histoire de la bande dessinée. Et je me suis dit, comme il n'y avait pas de femmes dans la bande dessinée, il n'y avait que ce modèle-là pour moi de mon point de vue de provincial, je me suis dit je vais faire Claire Bretéché comme métier plus tard. Et voilà, quelques années après je rencontre Claire Bretéché, je fais ce métier. Et pour l'instant, j'ai envie, même bien, parce que j'ai eu la chance d'avoir un certain succès dans le métier, mais c'est un métier difficile où ça demande beaucoup de travail d'une part, mais surtout beaucoup de ténacité, je dirais, dans le temps. C'est ça, finalement, presque la clé, c'est qu'il ne faut pas se décourager, c'est extrêmement fastidieux. Et malgré tout, je me suis accrochée. Aujourd'hui, je suis très heureuse. Je continue bien sûr de lire des BD parce qu'il y a pléthore de propositions. Maintenant, il y a des romans graphiques qui me plaisent beaucoup. Beaucoup de façons de s'exprimer en bande dessinée, que ce soit le mainstream comme on avait l'habitude d'en lire, la bande dessinée jeunesse, mais aussi la bande dessinée documentaire, la bande dessinée roman graphique, l'humour, le drame. Enfin, on a comme dans le cinéma ou comme dans la littérature en général toute une gamme absolument inouïe de choix et donc j'ai plus de plaisir que jamais aujourd'hui à continuer à en lire. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses et je vous souhaite une bonne dédicace. Merci, bonne continuation. Une fois l'interview de Catel terminée, on s'est donc rendu au Monde des Bulles pour interviewer François Bouc. Nous voilà devant François Bouc, qui est un auteur que je connais relativement peu, mais qui est pourtant un immense dessinateur de bande dessinée. Moi, je le connais surtout pour les pochettes de livres qu'il a fait de San Antonio. Donc je suis un peu impressionnée. Notamment par l'envergure de son travail et ses qualités de dessinateur et ses qualités humaines que je vais bientôt découvrir. Est-ce que vous lisez des BD? Parce qu'il y a des auteurs de BD qui n'en lisent pas ou peu. Ou est-ce que vous en lisiez avant et maintenant vous en lisez moins? Enfin, maintenant, c'est quoi votre rapport au médium bande dessinée depuis que vous êtes auteur? Je continue à en lire. J'aime bien la bande dessinée. C'est vraiment un métier d'abord formidable. Et en plus de ça, bien sûr, il y a un fourmillement de nouveaux dessinateurs, etc. Et puis je suis très attiré par le dessin. La première chose qui m'attire, c'est le dessin. Est-ce que je vais trouver un nouveau dessinateur qui va faire que je vais me dire « Oh putain, j'aimerais bien dessiner comme ça ». Voilà. Et donc je suis toujours à l'affût de ce genre de truc. Ensuite, je me dis, est-ce qu'il me raconte une histoire correctement? Est-ce que l'histoire va m'intéresser? Mais même à la limite, si elle n'est pas intéressante en soi, est-ce qu'il va bien me la raconter de façon à me la faire m'intéresser? Et ça, c'est le deuxième aspect. Mais la production est telle aujourd'hui qu'il faudrait que je sois pratiquement toutes les semaines chez les libraires. Et le problème aussi, c'est que la bande dessinée demande énormément d'énergie et de temps pour pouvoir la réaliser. Ce qui fait que j'arrive à voir, mais avec certainement, je dois passer à côté de tas de bandes dessinées qui m'auraient certainement plu, mais que je n'ai pas pu voir parce faute de temps. Une fois la journée terminée, on s'est dit qu'on avait le droit de fêter ça comme il se doit.
Et donc on a passé une soirée assez sympathique le samedi soir. Puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Angoulême, bon, ça vit peut-être pas énormément le reste du temps, mais dans le jour du festival, les jours du festival, il y a tout qui est ouvert, tous les bars qui sont ouverts, il y a plein de soirées privées au public qui germinent partout sur le festival. Le troisième jour, on avait une interview qui était censée être dans l'après-midi, juste avant qu'on prenne le train. Mais malheureusement, on allait être trop serré niveau temps, du coup l'interview a été annulée. Et on n'a pas eu d'interview à réaliser ce jour-là. Donc on a réellement pu profiter du festival dans son ensemble. Moi qui l'avais plutôt vu à travers les yeux de Christophe ou de mes camarades, là j'ai vraiment pu visiter le festival par moi-même et un peu m'aventurer par moi-même, regarder des bandes dessinées et donc m'intéresser davantage à la bande dessinée. Il va amener sa fille à l'école, il fait un projet et il travaille super fort. Je m'appelle Émile et je suis parti cette année au Festival d'Angoulême. Voilà, encore une émission autour du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, avec Julie. C'était drôlement bien, hein. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Ah, c'était vachement bien. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission autour d'Angoulême. Vous pouvez en attendant aller revoir les autres épisodes sur la chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux. Allez liker, encouragez-nous. À bientôt. À bientôt.